Merci. Je ne sais pas si je rêve ou si c'est la réalité, mais vous êtes nombreux et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde à l'Institut. Donc c'est un très bon signe, hein, je pense, que les gens reviennent après les périodes un peu de disette que l'on a eu avec tout ça, quoi. Et donc, bienvenue. Bienvenue à l'Institut, bienvenue à la maison. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de voir autant de monde et de penser ou de sentir que ce cours de découverte du bouddhisme vous intéresse. Et je vois qu'il y a des visages très connus, des gens qui ont déjà fait un cycle de découverte du bouddhisme et qui en refont un deuxième. Je me dis, bon, soit ils n'ont rien compris, soit je suis un très mauvais enseignant, ou alors c'est qu'il y a quelque chose encore à découvrir et que c'est formidable. Il y a toujours quelque chose à découvrir, de toute façon. Et des gens complètement nouveaux. Je suis très, très heureux, quoi. Bref, de vous voir. Que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas encore. Et donc ça va être une belle expérience que nous allons vivre ensemble pendant ces 2 années de cursus. Donc je vous souhaite vraiment la bienvenue. Et pour commencer, je vais donner la parole à Annabelle, qui est la coordinatrice de ce module de découverte du bouddhisme, entre autres. Et donc qui va vous présenter un peu toute la logistique et tout ce qu'il faut savoir. Vous m'entendez? Oui. Sanka, ça va? Okay. Moi aussi, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très contente aussi de vous voir en chair et en os parce qu'on a échangé beaucoup d'emails avec la plupart d'entre vous pour vos inscriptions. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez donc devenir étudiant du cursus en nous écrivant à l'adresse SPC de l'Institut. Donc ce cursus se déroule sur 14 modules, sur 2 ans. Comme je vous l'ai précisé dans les mails, mais je reprécise quand même. Donc les cours ont lieu de octobre à décembre. On fait une pause en janvier-février pour les retraites. Et ensuite, on reprend de mars à juin. Et vous avez ensuite une retraite qui vous est proposée d'1 ou 2 semaines au mois d'août. Donc vous étonnez pas si on vous a pas encore donné les dates à partir du mois de janvier, parce qu'on a un programme semestriel. Donc voilà, on vous donne les dates par semestre. Je voulais vous dire aussi, j'ai ma petite note. Il y a beaucoup de points. Oui, donc par rapport à ceux qui veulent devenir étudiants, ça vous permet en fait d'avoir un suivi par rapport à vos études. Si vous voulez faire les 14 modules, vous savez que vous voulez vous engager. Voilà, ça vous permet d'avoir accès à tous les documents et aux évaluations. À la fin de chaque module, en fait, on vous propose de faire une petite évaluation, pas pour avoir une note, ou c'est pas un jugement de valeur par rapport à ce que vous allez nous donner, mais c'est plus pour vous, pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à votre compréhension. Et vous avez 15 jours donc, pour faire l'évaluation, pour nous la rendre. Et nous, au module suivant, d'ici le module suivant, on vous redonne les évaluations. Pour ce faire, on a donc un nouvel outil de suivi des étudiants qui s'appelle Google Classroom. Je vous ai envoyé, la plupart d'entre vous, de quoi vous inscrire à ce nouvel outil. Et donc, ça vous permettra de récupérer les devoirs et les documents qu'on vous mettra à disposition. On vous a envoyé des petites vidéos de présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous réécrire et on pourra vous guider pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont suivre en distanciel, donc ce n'est pas du tout un souci pour nous. Grâce à Classroom, vous pourrez aussi avoir accès donc aux documents. Et puis, pour ceux qui ne pourront pas venir à certains modules, vous pouvez aussi regarder donc, les enseignements en différé. Et ça vous permettra de rattraper et d'avoir quand même visionné tous les modules. Parce qu'à la fin du cursus, vous pouvez très bien obtenir une validation de votre cursus si vous avez assisté ou visionné tous les modules et fait tous les devoirs que nous vous proposons.
Ça vous permettra ensuite, si vous le souhaitez, de rejoindre un autre cursus qui s'appelle le PEBA, qui est sur 5 ans et qui est un programme d'études bouddhiques approfondies. Il y a aussi une certification qui est possible, une certification de l'AFPMT, donc c'est l'organisation de laquelle l'Institut fait partie. Ça demande beaucoup plus d'engagement. Donc si jamais il y a certains d'entre vous qui ont déjà entendu parler de cette certification et qui sont intéressés, je vous demanderai de nous contacter directement pour qu'on puisse en parler et vous donner plus de détails. Par rapport à la participation financière, je vous en avais déjà parlé aussi dans les emails. Donc l'Institut a à cœur depuis de très nombreuses années de suivre la tradition et donc d'offrir les enseignements. Et c'est grâce à la libre participation des étudiants et aux dons qu'on peut continuer à pérenniser cette tradition. Donc vous avez, pour info pratique, la boîte de donation qui est à l'extérieur juste de la Gompa. Sinon, vous pouvez aussi donner votre participation à la réception. Et pour ceux qui sont en ligne, vous avez un lien aussi pour le faire. Je voulais vous donner l'information aussi pour ceux qui habitent dans les environs de Toulouse. On a des groupes d'études, en fait, des antennes de l'Institut qui se situent là-bas. Et tous les mardis et mercredis soirs, en règle générale, on a des soirées de méditation ou d'enseignement. Pareil, il y a toutes les informations sur le site. Si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à nous écrire. On vous donnera tout ce qu'il faut. Et puis, donc moi, je m'occupe de votre suivi. En règle générale, vous pouvez m'écrire, je vous réponds assez rapidement. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit dans le suivi de vos études, moi, je suis là pour ça. Et je vais m'absenter pendant un mois, là, à partir du mois d'octobre, la mi-octobre jusqu'à la mi-novembre. Donc, ne soyez pas surpris si je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Christian, il est assez occupé, donc il ne pourra pas répondre à vos mails. Mais je traiterai toutes vos demandes et toutes vos questions quand je reviendrai avec grand plaisir. Donc voilà, je vous souhaite un très bon cursus, enfin une très bonne matinée déjà avec Christian. Et puis, je vais laisser la parole à Nadine aussi, qui va vous donner encore des petites informations pratiques sur le fonctionnement de l'Institut. Bonjour, bienvenue à tous. Alors effectivement, il y a des têtes bien connues et d'autres, peut-être c'est la première fois que vous veniez à l'Institut. Donc je vais donner des petites infos pratiques, des choses qu'il faut savoir. Donc on va commencer par l'alarme à incendie. L'alarme à incendie, si vous l'entendez sonner, même la nuit ou dans la journée, il vous faut absolument sortir du château, ça c'est obligatoire, et le point de rassemblement c'est devant le stupa. Aussi, ne pas faire brûler de bougies à l'intérieur du château, ni d'encens, ni même à l'extérieur, je pense, Eddy, ouais, ni même à l'extérieur. Les risques d'incendie sont assez importants dans le château. Aussi, pas de nourriture dans les chambres. Pour ceux qui ont amené un petit peu de quoi déjeuner, quelque chose de spécial pour vous, vous pouvez entreposer cette nourriture sur la terrasse. À la terrasse, vous verrez, il y a un frigo et il y a aussi un placard qui vous est réservé. Donc, vous ne laissez pas les nourritures dans les chambres, ni même une pomme. Voilà. Merci beaucoup. Quoi d'autre ? À l'heure de la pause, tout à l'heure, donc il y a la salle à manger. Vous pouvez vous servir de l'eau. Il y a de l'eau chaude, il y a du café, du thé. Ne lavez pas vous-même les mugs. Vous laissez toute la vaisselle, en règle générale, dans les bassines qui sont posées devant la cuisine. Et ce sont les bénévoles qui vont se charger de faire le lavage de la vaisselle. Vous ne le faites pas vous-même. Merci beaucoup pour les donations. Donc ça a été dit. Demain, dimanche, il y aura un autre groupe dans l'Institut d'une 45 personnes à peu près, 50, quelque chose comme ça, dans la petite Gompa qu'il y a à côté. Donc, et puis il y a aussi une pratique de tsatsa.
ce week-end. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous en entendrez parler. C'est une pratique que l'on fait régulièrement. Tout ça pour dire qu'il y aura beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde ce week-end, et puis on est très contents de tout ça parce que ça faisait longtemps. Et voilà. Pour une prochaine fois, peut-être pas pour cette fois-ci. En fait, moi, je suis la responsable des bénévoles. Je ne me suis pas présentée, excusez-moi. Et je m'occupe aussi du karma yoga. Pour ceux qui sont nouveaux, je réexpliquerai la prochaine fois, le week-end prochain, en quoi consiste le karma yoga. Voilà. Pour les anciens, par contre, comme on aura un peu besoin d'aide ce week-end, on peut se voir après à la pause pour voir comment vous pouvez déjà nous aider pour ce week-end. Voilà. Merci. Je passe la parole au directeur. Directeur parle pas. Vous avez de la chance, le directeur ne parle pas aujourd'hui. Parce que quand il parle, c'est pour vous demander de l'argent. J'ai oublié de dire quelque chose, excusez-moi, d'assez important. Pour les règlements, essayez de régler aujourd'hui, si c'est possible. Regardez bien les heures de la réception qui sont affichées sur la porte de la réception. Et voilà. Pour ceux qui dorment ici, essayez de libérer la chambre à 10h demain matin. Vous pouvez mettre les valises en bas devant l'accueil. Et simplement, vous défaites le lit et les draps que vous avez utilisés, vous les posez dans la panière qui est dans le couloir. Voilà, merci. Alexis. En fait, l'Institut, c'est beaucoup de monde. Hein. Vous savez, là, vous avez l'interface visible, mais derrière, il y a beaucoup de gens qui participent en fait à ce cursus. Hein. Donc, il y a vous qui êtes là en présentiel, il y en a qui sont en distanciel. Et donc tout ça peut fonctionner grâce à la compétence d'Alexis qui a mis tout ça en place au niveau informatique et tout ça. Donc j'aurais bien aimé qu'il parle s'il veut parler de Classroom un petit peu, comment ça fonctionne, ou ça vous pouvez le voir sur le site, mais ça serait bien qu'il vienne que vous le voyez, parce qu'on entend souvent parler de lui, mais on le voit pas souvent. Alors que vous le connaissiez. Merci. Bon, pour Classroom, il n'y a pas beaucoup à dire parce que c'est pas la peine de charger pour ce premier week-end. Vous avez eu des vidéos explicatives pour ceux qui sont inscrits. N'oubliez pas de les regarder. Et puis, si vous avez des questions, vous nous envoyez un petit email pour nous demander. Mais c'est assez facile à utiliser. Et voilà, si vous avez un obstacle, vous écrivez simplement à l'adresse SPC, celle que vous avez déjà, ou Annabelle ou moi, on vous répondra là-dessus. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous en dire plus parce que ce n'est pas la peine de trop charger sur le premier week-end les informations. D'accord. Et à la régie aussi, il y a Tsanka aussi qui a des mains magiques et qui arrive à tout gérer d'un seul coup. Aussi bien tout, voilà, sur Zoom, sur Facebook, sur tout ça, enfin tous les enregistrements, tout ce qu'elle met ensuite à votre disposition sur Internet et que vous pouvez consulter, les replays, etc., gérer un écran. Enfin, c'est tout ce qu'on lui demande, elle le fait avec beaucoup de compétences et un grand sourire. Donc, merci beaucoup à elle. Merci à... je vais commencer par les merci, tiens, pourquoi. Merci au directeur qui s'occupe aussi de faire fonctionner tout ce navire-là, qui vogue depuis presque 50 ans maintenant, plus de 50 ans, hein, qu'on est... et qui a connu des tempêtes et des calmes plats et tout ça, et donc grâce à notre nouveau directeur Nicolas, ça continue à fonctionner. Il a dû traverser aussi des choses un peu difficiles ces temps-ci avec les crises du Covid, etc., la perte de soutien financier. Donc merci aussi donc à lui de maintenir ce bateau à flot.
Et il y a beaucoup de gens à remercier, à tous ceux qui font fonctionner l'Institut au niveau des services et la nourriture, les cuisiniers, tout ça. Donc c'est tout ce monde-là en fait qui participe à Découverte de bouddhisme et que vous allez être amené à rencontrer et à côtoyer et à devenir ami avec, peut-être même aussi d'ailleurs. Donc ce lieu, en fait, c'est votre maison. Hein. Sentez-vous vraiment à l'aise chez vous. Et donc, comme l'a exprimé Nadine, elle vous montrera aussi comment vous intégrer à toutes ces équipes en participant à votre manière, selon vos intérêts ou vos disponibilités. Donc sentez-vous vraiment intégré dans ce lieu et les études qu'on va mener ensemble, études entre guillemets, mais en tout cas les pratiques, tout ce qu'on va faire ensemble et toutes ces activités qu'on fait ici dans ce lieu sont, j'allais dire, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais sont bénis en quelque sorte, parce que c'est un lieu qui n'est pas neutre, qui n'est pas ordinaire. C'est un lieu dans lequel des grands maîtres sont venus. Moi-même, je suis assis à un endroit où je devrais même pas être assis, parce que de grands maîtres sont assis sur ce trône. Et quand je pense à toutes ces maîtres du passé qui sont venus à l'Institut, qui ont enseigné, qui ont donné des enseignements, je me sens extrêmement petit et je suis en même temps aussi extrêmement ravi de voir que la lignée en fait perdure, que grâce à ces maîtres du passé, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des pratiquants, il y a des gens qui étudient, il y a des gens qui enseignent, et donc tout continue à fonctionner grâce aux bénédictions ou à l'inspiration en fait que ces maîtres du passé nous ont donné depuis les débuts de l'Institut. Et ça comprend bien sûr Sainte le Dalai Lama, les fondateurs, Lama Yeshe, Lama Zopa, et les geshe qui ont résidé ici. Et donc tout ça forme une lignée ininterrompue de maîtres dont nous sommes en quelque sorte les récipients un peu nous recevons un peu tout ça, toutes ces bénédictions, tous ces enseignements, tout ce que ces grands maîtres nous ont apporté. Donc merci à eux aussi, qui sont les principaux instigateurs de tout ce qui se passe à l'Institut. Pour me présenter, certains me connaissent déjà, d'autres peut-être pas, sûrement d'ailleurs. Je suis arrivé à l'Institut il y a très longtemps, au siècle dernier. C'était en 1982, je crois. Et j'avais rencontré le bouddhisme en Asie, pas tellement parce que j'étais en quête de quoi que ce soit, simplement je me promenais un peu sur j'allais dire sur les sentiers de Katmandou, mais ça fait un peu hippie quand même. Dans les treks là-bas, les montagnes, et un jour, j'ai vu qu'il y avait un enseignement qui était donné par un grand maître qui s'appelait Lama Yeshe, qui est le fondateur de l'Institut, et j'ai un peu poussé la porte pour voir de quoi il s'agissait, et puis depuis, ça m'a habité. Donc, quand je suis rentré en France, cet institut m'a un peu ouvert les portes comme traducteur, parce que à cette époque-là, j'étais prof d'anglais, donc je pouvais traduire de l'anglais au français les enseignements, et pour moi, ça a été une grosse révélation de pouvoir toucher un peu ces enseignements de près et aller au plus profond en essayant de les traduire, de les transmettre. Avec mes petits moyens, je connaissais rien du tout. Mais bon, à cette époque-là, on nous demandait pas de connaître quoi que ce soit, simplement d'avoir de la bonne volonté pour transmettre le Dharma de notre manière. Donc, en tout cas, le faire passer, en tout cas. Donc voilà, donc je suis ici depuis 82. Maintenant, je suis pas ici depuis 82, je suis arrivé en 82, mais après j'ai fait mes classes, on va dire, ici pendant quelques années avec le geshe lama résident ici, qui était Geshe Tenge, qui est maintenant décédé malheureusement, et dont le stupa, le reliquaire, est à ma gauche. Donc sa présence, elle imprègne encore tout ce lieu. Et donc après, la vie m'a fait aller un petit peu à droite, à gauche. J'ai eu la grande chance de pouvoir faire la retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours avec
avec Lama Gendun Rinpoche, qui est un grand maître de la lignée Kagyupa, et que je veux remercier aussi, puisque grâce à lui aussi, je continue à traduire des enseignements plus sous forme de livres, plus à partir du tibétain maintenant, et ce qui m'a permis donc d'avoir accès à un échantillon un peu plus vaste des enseignements que ceux de la lignée Gelugpa. Donc après ces expériences, on va dire, contemplatives ou de retraite, je suis revenu à l'Institut parce que je sens qu'ici c'est ma véritable famille. Et qu'on m'a demandé aussi de venir enseigner ici. Et comme j'ai trouvé ça, je n'avais pas pensé que je pouvais enseigner un jour. Pour moi, enseigner, déjà même le mot enseignement, je ne sais même pas si c'est le mot qui convient, mais pour moi, les enseignements, ce sont les grands maîtres réalisés qui les donnent. Ce n'est pas des petits rigolos comme moi qui sont capables de les donner. Donc, je suis simplement, j'aurais dit, bien d'accord, je veux bien enseigner, mais simplement en tant qu'instructeur et qu'on ne me demande pas trop de choses quand même. Hein. Et ça m'a permis aussi donc de pouvoir... parce que vous savez, quand on est traducteur, on passe son temps dans les textes, du matin au soir. C'est très intéressant. On découvre plein de choses, mais on voit personne, quoi. C'est-à-dire quand on voit personne, c'est qu'on ne travaille plus. Donc ça m'a permis aussi ça m'a sorti un peu de ma grotte, quoi, si vous voulez, pour pouvoir retrouver le contact indispensable, je pense, avec les gens pour transmettre le Dharma. Et traduire, c'est bien, c'est une forme de transmission, mais je pense que la transmission orale c'est ce qu'il y a de mieux. Et le bouddhisme passe par l'expérience, passe par la transmission orale, et aussi par la transmission livresque, mais sans la transmission orale, à mon avis, il n'y a pas de bouddhisme. Il n'y a pas d'évolution possible, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. On a beau lire des livres, on a beau s'informer, on a beau faire... C'est pas ça qui crée forcément le déclic. Ça peut, mais pas toujours. Tandis que le contact physique et oral est indispensable. Donc c'est vraiment bien que vous soyez là, que vous ne soyez pas chez vous que derrière votre écran ou derrière vos livres, mais que votre présence soit réelle, en tout cas ici. Donc voilà, donc je suis très heureux de commencer un nouveau cursus de découverte du bouddhisme. Pour moi, c'est le 4e qui commence. Donc on a eu il y a eu un avant Covid, il y a eu un pendant et il y a eu un après. Pendant, c'était un petit peu difficile. Il y avait 20 personnes au maximum dans la salle. Donc vous comprenez un peu notre surprise de vous voir si nombreux aussi aujourd'hui. Et 20 personnes avec des masques et moi-même avec un masque aussi, ça facilite pas vraiment les contacts ou les échanges. Donc, mais bon, ça a quand même continué à fonctionner comme ça et on espère que ce temps est révolu, qu'il ne reviendra pas. Espérons en tout cas. Et donc, ce 4e cursus de découverte du bouddhisme commence, je trouve de bons augures, puisque vous êtes nombreux à vous inscrire, très nombreux même, et à vouloir y participer. Donc, c'est vraiment une source de joie, une source de réjouissance. C'est bon, pour certains qui l'ont déjà fait, donc pourront sans doute vous en parler aussi, comme moi. Mais c'est quelque chose de... C'est pas nous qui l'avons inventé, ce cursus. Hein. C'est la Mazopa Rinpoche, donc qui a formulé, ou enfin en tout cas peut-être pas formulé, mais en tout cas qui a créé la structure progressive pour vous permettre d'avancer à votre rythme au fur et à mesure des thèmes qui vont vous être présentés, proposés, et même plus que proposés, puisque vous allez devoir même les approfondir pendant les week-ends où l'on va se rencontrer. Donc cette structure était mise en place par la Mazopa Rinpoche et par ses anciens étudiants qui ont mis en place cette structure et qui est très très progressive. Donc qui nous amène vraiment à découvrir le bouddhisme, pas comme quelque chose qu'on apprend de l'extérieur, comme si c'était un cours d'université par exemple, mais vraiment de l'intérieur. Et c'est ça qui est formidable dans cet apprentissage, dans ce cursus, c'est que c'est un cursus qui vise à transformer l'esprit,
qui a cette valeur. Et vous allez voir, et je pense que tous ceux qui l'ont fait, qui l'ont suivi, l'ont ressenti. Quand on vient à découvrir du bouddhisme, on est comme voilà, on est tout nouveau, on arrive là, on se connaît pas, il y a un inconnu. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui se cimente. Et on a pu remarquer qu'il y avait toute une dynamique de groupe qui se crée. Et si bien qu'on devient très très proches les uns des autres, on devient de véritables amis, au sens même plus fort, peut-être comme une espèce de famille aussi, et c'est quelque chose de très vivant, en fait, et qui nous transforme de l'intérieur. Donc, rassurez-vous, il n'y a aucune manipulation là-dedans, chacun se transforme à son rythme, et avec ses propres moyens, avec son bagage, son propre bagage, et tout le monde avance plus ou moins, je dirais, à la fois à sa manière, mais aussi grâce au groupe. Donc le groupe est très très important dans ce cursus. Hein. Certes, le travail, on le fait par soi-même, parce que quand même, tous les thèmes que l'on va aborder pendant ces 13 modules vont vous questionner quand même, hein, vont vous faire vous poser des questions. Parfois, et c'est souhaité même, vont vous amener à remettre en cause certaines de vos façons de vous comporter, ou de votre vision du monde, ou de façon de vous relier les uns aux autres. Donc, ça va amener certains changements et certains challenges, on pourrait dire. Et là, donc, parfois, ça peut être très agréable, mais ça l'est pas toujours. Ça peut être dérangeant, ça peut être perturbant, ça peut amener des conflits, ça peut en résoudre aussi. Hein. Et donc tout ça, c'est une matière vivante, hein, qui va se créer au fur et à mesure que l'on va étudier tous ces thèmes. Donc là, là, le groupe est très important, justement, parce que plus vous allez vous sentir intégré dans ce groupe, plus vous allez vous sentir à l'aise. Et c'est très bien de pouvoir échanger pendant les périodes de repas ou entre les pauses. Les pauses, finalement, sont aussi importantes que ce qui se passe pendant entre guillemets, l'enseignement ou le discours. Hein. Les pauses où vous réfléchissez, où vous discutez entre vous, où vous discutez avec des anciens, où vous discutez avec des résidents ou des bénévoles de l'Institut, où vous partagez en fait quelque chose. Hein. Donc le cours de découverte du bouddhisme, c'est pas simple, c'est pas de la théorie en fait que l'on va apprendre, c'est pas des thèmes comme ça qu'on va apprendre pour les apprendre comme on apprendrait un sujet ordinaire. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vivant, qui nous met en contact les uns les autres, avec toujours en toile de fond les principes essentiels du bouddhisme qu'on va acquérir, mais pas d'une manière simplement intellectuelle, d'une manière beaucoup plus, je dirais, charnelle et beaucoup plus profonde. Donc voilà, donc sentez-vous vraiment libre pendant tout ce cursus de dialoguer les uns avec les autres et de rencontrer des gens. C'est vraiment fait pour ça, les découvertes de bouddhisme aussi. C'est pour vous amener petit à petit à comprendre le bouddhisme, je me répète un petit peu, mais vraiment de l'intérieur, hein, et pas comme une matière scolaire que l'on vient apprendre. Il y a les deux aspects, bien sûr. Il y a des choses à apprendre, mais c'est pas ça le plus important. Hein. C'est comment ces choses-là vous transforment intérieurement, comment elles vous amènent à réfléchir, à vous poser des questions. Et là, il y a le principe de base qui est pas simplement pour la découverte du bouddhisme, mais qui est pour tout l'enseignement bouddhiste depuis l'époque de Bouddha. Et c'était la première chose que le Bouddha a enseigné à ses disciples, c'est de leur dire: n'acceptez pas ce que je vous dis par simple respect pour moi, parce que je suis Bouddha, ou voilà. Et là, tous les maîtres, depuis le Bouddha, le répètent. Ces enseignements, ils sont faits pour être écoutés, certes, mais aussi remis en question. Hein. Quand ça va pas, quand ça bloque, il faut s'interroger. Il ne faut rien accepter. Il faut rien accepter d'emblée comme ça, sans l'avoir plus ou moins digéré ou compris. Hein. Et c'est ça. Le Bouddha utilisait une espèce de parabole pour expliquer ça. Il disait: mon enseignement, en fait, c'est comme
vous devez être comme un orfèvre qui reçoit un morceau d'or et il n'est pas sûr de sa valeur. Donc il va utiliser tout ce qu'il peut pour pouvoir vraiment le tester. Il va le brûler, il va le frotter, il va le couper, il va essayer tous les moyens du bord pour vraiment en tester la valeur. Eh bien, nous, c'est un petit peu la même chose que l'on doit faire par rapport à l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire on le reçoit comme quelque chose qui est comme de l'or, mais on n'est pas sûr que ça soit de l'or. Hein. Donc, c'est à vous de le tester sur vous. Hein. Donc, vous ne devez jamais rien accepter comme ça d'emblée, tant que vous ne l'avez pas vraiment, compris. Et ça prend du temps, ça. Hein. Donc, ça demande aussi qu'on garde un esprit, disons, on va dire, ouvert. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter comme ça. Je ne sais pas, moi, par exemple, je dis le principe de réincarnation, qui ne fait pas vraiment partie de notre culture. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne viens pas d'une culture bouddhiste. Donc, par exemple, le principe de réincarnation, ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis né. Hein. Il a fallu que je réfléchisse là-dessus. Donc, ça, et puis petit à petit, ça a fait son chemin. Au début, de la réincarnation, je ne pouvais pas accepter. Il fallait que j'attende de voir ce que je comprenais, comment avoir d'autres sources d'informations. Et c'est un petit peu tout ça qui s'est mis en place hein, avec le temps. Donc c'est pareil. Mais il faut garder l'esprit ouvert. Si déjà d'emblée on ferme l'esprit, on dit ah ben non, moi j'y crois, ça marche pas pour moi, on refuse tout. C'est pas vraiment forcément la bonne attitude à avoir. Hein. Donc, je vous demande simplement pour tout ce que vous entendez, certes de le remettre en question, mais avec un esprit ouvert, avec un esprit critique, mais d'une manière saine, on va dire. Pas pour tout un esprit critique, vous savez, comme on a eu dans les années où il fallait tout démolir, hein, par exemple. C'est pas ça, l'esprit critique. C'est plus un esprit critique qui reste ouvert à ce qui est proposé, mais qui, avant de l'accepter, veut quand même veut l'analyser. Hein. Donc c'est ça que le Bouddha nous a demandé de faire dès le début de ces enseignements, d'analyser ce que l'on entend, avant de l'accepter. Si ça marche pas, si ça nous parle pas, ben on ne l'accepte pas, c'est tout. Hein. On n'est pas obligé. Hein. Il y a des tas d'éléments du bouddhisme auxquels on peut très bien adhérer, sans adhérer à tout. Hein. On n'est pas obligé de se mettre dans le moule hein, tout de suite. Hein. C'est pas ça qu'on vous demande dans Découverte du bouddhisme. Vous n'êtes pas là pour vous mettre dans un moule et de devenir des parfaits bouddhistes. Alors c'est très difficile de devenir un parfait bouddhiste. Je pense qu'il faut être Bouddha pour devenir un parfait bouddhiste. Très très difficile. Donc, mais simplement petit à petit à voir ce avec quoi on est d'accord, hein, et puis ce avec quoi on n'est pas d'accord, ben on le laisse pour l'instant. Mais sachant qu'il y a des aspects du bouddhisme qu'on ne pourra pas comprendre d'emblée comme ça. Je sais pas, on va parler de la vacuité, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la vacuité? C'est tout est vide. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce truc-là? Tout est vide, mais en fait, il y a tout ça qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Petit à petit, les choses vont s'éclaircir, vont devenir plus claires. Votre compréhension va s'affiner. Il y a une espèce de, peut-être le mot est un peu fort, mais peut-être de sagesse ou de discernement qui va prendre forme. Et ces éléments, tous les éléments qu'on va vous apporter pendant la découverte du bouddhisme vont être comme des briques, un petit peu, qui vont former un édifice, petit à petit. Et ce qui est bien dans la découverte du bouddhisme, pour l'avoir justement, c'est ce que j'ai pu remarquer au cours de pour avoir fréquenté cet enseignement, hein, c'est qu'en fait, vous savez, quand on est à l'école, par exemple, vous suivez un cours de mathématiques, et puis par exemple, vous comprenez peut-être, disons le premier cours, ok, 95%. Puis le cours suivant de mathématiques, vous comprenez que 90%. Le cours suivant, vous comprenez 80%. Vous arrivez à la fin de l'année, finalement, il vous reste 30%. Les 70%, ils sont perdus, quoi. Et ben tant pis. Voilà, vous n'avez pas compris. Il vous manque 70% pour bien comprendre. Le bouddhisme ne fonctionne pas comme ça.
justement. C'est que chaque cours, chaque thème est bâti sur le cours précédent et permet d'intégrer petit à petit des éléments du cours précédent. Si bien qu'au bout du compte, quand vous arrivez au 13e module, vous avez l'édifice complet. Il ne vous manque rien. Il ne vous manque pas un 30% ou 40% parce que chaque enseignement vient combler, on pourrait dire, les lacunes qui avaient été laissées pendant les enseignements précédents. Je trouve que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Les anciens pourront corroborer ça ou l'infirmer comme ils veulent, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti et que je pense que c'est pour ça que certains refont le cursus maintenant. Parce qu'ils ont eu un aperçu d'ensemble et maintenant, ils veulent aller un peu plus en profondeur pour vraiment voir comment tout ça tient ensemble. Et parce qu'en fait, tout le cheminement qu'on va faire ensemble, c'est une introduction quand même. Hein. On est dans un cours d'introduction, et petit à petit, les choses deviennent plus, disons, consistantes. Mais on n'est pas encore en profondeur. Hein. C'est comme si découverte du bouddhisme, c'est-à-dire, on vous met face à l'océan, et puis on vous dit, allez-y, allez vous tremper les pieds un petit peu. Mais vous n'allez pas plonger tout de suite dans les profondeurs de l'océan pour découvrir toutes les richesses que cet océan... vous allez découvrir petit à petit. Mais d'abord, on commence par se mouiller les pieds. On ne plonge pas directement. Et donc, découverte du bouddhisme, c'est un petit peu ça. C'est rentrer progressivement dans cet immense océan de l'enseignement du Bouddha pour en retirer vraiment les richesses. Mais au début, donc, il faut simplement toucher l'eau, quoi. Et puis, c'est comme ça qu'on prend goût, après, à vouloir nager, à vouloir avancer. On prend confiance et les choses se font un petit peu naturellement. Elles se font naturellement et aussi, donc, comme je vous le disais, donc, ce lieu est un lieu où les choses se font aussi d'une manière qu'on ne comprend pas toujours, en fait. On a notre logique, on a notre mode de fonctionnement, mais vous allez voir, comme je vous le disais, ce cours de découverte, c'est un cours transformateur. Et un cours qui transforme, et il n'y a pas que l'enseignement qui transforme, il y a tout le contexte qui va avec. Il y a bien sûr, il y aura vos lectures, il y aura tout le contenu, toutes les ressources qui vous sont proposées, mais en plus de ça, il y a toute cette chose que je ne pourrais pas expliquer, qui fait partie du lieu, qui font que ce lieu a été un lieu extrêmement, je dirais, sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T, et que ce contexte, en fait, aussi, nous permet aussi de nous transformer. Parce que si on est là, c'est quand même qu'on veut aussi se transformer, je pense. On n'est pas venu là juste pour avoir des informations sur le bouddhisme. Ça, on peut le prendre ça dans les livres, on peut suivre un cours à l'université, je ne sais pas. C'est que je pense que si vous êtes venu ici ou si vous suivez sur Internet, il y a au plus profond de vous une volonté de vous transformer. Et c'est ça qui est le prérequis de cette aventure, donc, qui est la découverte du bouddhisme. Donc voilà un petit peu où nous allons. Donc, comme je vous le disais, je ne suis pas un maître, loin de là. Ne me prenez jamais pour un maître. Je suis simplement un instructeur, quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience, j'en sais rien, mais en tout cas qui fréquente les enseignements depuis peut-être plus longtemps que vous et qui a acquis au fil des années une compréhension. Ma compréhension, elle reste complètement intellectuelle. Je ne suis pas un thérapeute, j'ai pas de pouvoir, j'ai rien du tout. Donc, je pourrais vous aider si vous avez des questions, si vous avez des soucis au niveau de la mise en place de cet enseignement, comment vous le comprenez, ou des choses, si je peux vous aider à ce niveau-là, donc au niveau de la compréhension des enseignements, de leur mise en pratique, ou de ceci, de cela, je serais tout à fait heureux de pouvoir vous aider. Pour toutes les autres questions, qu'elles soient d'ordre professionnel ou d'autres sentimentales ou, je sais pas, familiales, là, je suis pas thérapeute, je suis pas psy et je pourrais pas vous aider vraiment à ce niveau-là. Donc, je suis pas la bonne personne, disons, pour ce genre de questions. Mais bon, pour tout le reste, si je peux vous aider, je serais vraiment ravi de le faire. Et
comme je vous le dis aussi, discutez beaucoup. Le fait de discuter entre vous aussi, ça amène aussi beaucoup de réponses et beaucoup de changements aussi dans notre vie et dans notre compréhension du Dharma. Est-ce que j'ai encore des choses à dire par rapport à la découverte du bouddhisme? Bon, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des... Ah oui, je ne sais pas si vous l'avez dit, Annabelle, je vais peut-être sauter ça. Pendant l'enseignement, il y a des périodes ou des questions-réponses comme ça. Comme vous êtes très nombreux, donc on fait passer un micro, un micro baladeur. Donc, s'il vous plaît, avant de vous poser votre question, attendez de recevoir le micro, que ce micro soit allumé, parce que sinon, les gens qui sont sur Zoom ou sur les autres plateformes ne peuvent pas entendre votre question. Et c'est un peu frustrant. Donc, déjà, ils ne sont pas là. Et si en plus, ils n'entendent pas ce que vous dites, la question que vous posez, c'est un peu dommage. Donc, pendant ces interactions, donc, pensez aussi donc, à tous ceux qui sont dans la stratosphère, quelque part, et qui sont là. Donc, pour ces personnes aussi, je voulais vous dire que vous faites aussi vraiment partie du groupe. Hein. C'est pas parce que vous êtes chez vous, que vous nous suivez dans votre salon ou votre canapé, que vous n'êtes pas là. Vous êtes là. Hein. Vous faites partie vous avancez aussi en même temps que nous. Et ça me rappelle, quand j'étais en retraite de 3 ans, quand on entre en retraite, on est très avide d'expériences spirituelles, entre autres. Et tout le monde va avoir des expériences mystiques. Ça fait partie de la voie, ou comprendre les choses en profondeur. Donc cette retraite, c'est une retraite de groupe. Et tout de suite, le Maganou nous avait dit, mais les gars, il n'y a personne qui fera une expérience sans que les autres la fassent aussi. Donc, ne pensez pas avoir une expérience personnelle. On avance tous ensemble, on est un groupe, et chacun... les expériences des uns font partie du groupe. Donc c'est quelque chose de... Même si vous êtes à l'extérieur, la progression, elle se fait aussi en même temps que nous, et on avance tous en même temps. Donc, pas de jalousie entre nous, pas de compétition. C'est pas parce que quelqu'un a une super posture de méditation qu'il médite bien ou on voit pas l'esprit des gens, on voit pas ce qui se passe dans leur esprit. On n'est pas là pour se juger les uns les autres ou pour vouloir aller plus vite les uns que les autres. On est tous pareils. Hein. Absolument tous, quel que soit notre niveau, nos compétences ou notre passé, notre vécu. Donc le micro, n'oubliez pas donc de poser votre question au micro faites en sorte de vous discipliner aussi pour les questions. C'est-à-dire que poser des questions qui soient en rapport avec ce qu'on est en train de dire. Parce qu'en général, ça prend du temps. Hein. Au début, on a envie de parler. Il y a des gens qui aiment beaucoup parler. Dès qu'ils ont le micro, ils vont. C'est sympa. Mais c'est pas toujours d'à propos. Parfois, ça fait perdre du temps. Parfois, ça fait perdre le fil complètement de là où on en est. Et donc, essayez de bien cibler vos questions. Et avant de poser vos questions, parfois, c'est pas la peine de se précipiter sur le micro. Vous levez tout de suite la main. Parfois, on attend un petit peu et la réponse, elle vient dans les 5 minutes qui suivent ou parce que, il y a un aspect qu'on n'avait pas bien vu. Donc, avant de poser votre question, comme on est très nombreux, tout le monde ne peut pas poser une question. C'est pas possible. Donc, avant de poser vos questions, mûrissez-la. Laissez-la mûrir. Regardez bien si cette question, on va pas y répondre d'une manière ou d'une autre de l'enseignement. S'il n'y a pas un élément qui vous a manqué, soyez assez vigilants par rapport à tout ça, par rapport aux autres, par rapport à ceux qui écoutent. Si on passe trop de temps dans les questions, au bout d'un moment, ça devient lassant. On perd un petit peu l'énergie, ça se disperse. Et au lieu de rester très canalisé, un petit peu, ou centré, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc parfois, j'essaye
parfois, je couperai les questions. Si je vois que ça part à droite, à gauche, je recentrerai et je couperai vos questions. Donc, ne le prenez pas mal hein, si votre temps de parole est raccourci. Simplement, c'est parce que je sens qu'il vaut mieux recentrer. Et donc, sur Zoom aussi, hein, vous pouvez, les étudiants inscrits, donc, vous pouvez aussi donc, poser vos questions. Hein. Il y aura un temps pour ça, il y aura une plage. Évitez de poser donc les questions à tout moment, à n'importe quel moment. C'est perturbant pour moi, pour les autres, parce que ça nous coupe dans la progression du discours, parfois. Et parfois, c'est un petit peu difficile pour reprendre. Donc ça, c'est au niveau de l'enseignement, donc pour les questions. Après, il faut que je vous donne toutes ces informations. Comment ça se passe? Oui, donc pour les étudiants qui sont inscrits, qui veulent faire le cursus, qui veulent le valider, c'est ça, ou pas d'ailleurs. Donc il y a une auto-évaluation hein, qui est donnée à la fin dans la semaine qui suit, genre le lundi ou le mardi, quand Annabelle peut les envoyer. Elle vous envoie un document où il y a 3 choses dans ce document. Il y a des questions. Une dizaine de questions, une quinzaine de questions, ça dépend de l'enseignement, auxquelles il faut répondre. Alors, pour répondre à ces questions, je vous demande d'être très concis. Hein. On a la chance d'avoir une équipe de correcteurs. Moi, je ne peux pas corriger tout, c'est pas possible. On a 2 cursus comme ça, où dans l'un, vous êtes très nombreux, dans l'autre, ils sont encore plus nombreux. Donc, ça fait énormément de copies, disons, à corriger. C'est complètement impossible. Donc, pour Découverte du bouddhisme, on a un groupe de correcteurs, d'anciens élèves qui ont fait Découverte du bouddhisme au moins une fois et qui sont très bien formés et qui prennent en plus un grand plaisir à corriger, à lire, je dirais pas à corriger, mais à lire vos copies et à voir comment ils peuvent vous aider dans votre compréhension. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont vous prendre en main pendant tout ce cursus et ils vont prendre 10 ou 15 personnes chacun et ils garderont ces mêmes personnes du début à la fin. Hein. Donc, ce n'est pas vraiment vos référents, mais en tout cas, ils sont là pour... ce sera toujours le même correcteur qui va corriger votre devoir. Et vous pouvez avoir une interaction, bien sûr. Grâce à Classroom, vous pourrez partager, vous pourrez communiquer avec ces personnes. Mais par contre, dans les questions ou dans les réponses à vos questions, je vais vous demander d'être très concis pour que les correcteurs... Parce que les correcteurs ont un corrigé. En général, quand je pose, c'est moi qui fais les questions et je fais aussi un corrigé. Donc, je leur donne un corrigé. Mais si vous en mettez des tartines, genre 15 pages pour la question, ils vont être submergés, ça va les énerver. Ils vont dire, mais où on va là? Donc, cernez bien la réponse. Et en plus, c'est un très bon exercice. Hein. Quand vous dépassez les 4 lignes, hein, c'est que vous êtes parti sur des chemins de dérive. Hein. Donc, pour ne pas partir sur des chemins de dérive, par compassion, par empathie pour vos correcteurs, essayez d'être précis, de répondre. Les questions ne sont pas des questions que je vous demande de faire une dissertation. Hein. On ne passe pas le bac philo hein, pour chaque question. C'est simplement une question à laquelle il faut répondre précisément par une phrase ou 2. Hein. Si vous ne répondez pas par une phrase ou 2, c'est que vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes parti à côté. De notre côté, on n'a rien contre vos états d'âme. Hein. Certaines questions vont sans doute vous poser des questions. Mais vos états d'âme, gardez-les pour vous. Que ça vous permette d'évoluer, très bien. Mais vous n'êtes pas obligé de les révéler au correcteur. Ce n'est pas son boulot. Hein. C'est à vous de les gérer, vos états d'âme. Et là, vous aurez les instruments pour. Hein. Simplement, répondez à la question, c'est tout. Hein. Je suis désolé, je suis peut-être un peu abrupt comme ça de vous présenter ça comme ça, mais je vois au fil du temps, je suis obligé de le faire parce que les correcteurs, on a tous tendance à remplir les pages. Hein. Et ça, évitez de faire ça. Hein. Donc, répondez précisément à ces questions. Et donc, ces questions sont faites justement pour vous tester. Hein. C'est-à-dire vous auto-tester. C'est vous qui... Elles ne sont pas tellement pour nous, ces questions. On n'est pas là pour voir votre progression, on n'est pas là pour vous tester où vous en êtes, si vous avez compris, si vous n'avez pas compris. Un petit peu si, quand même, parce que si vous n'avez pas compris, c'est que peut-être j'ai mal expliqué, donc il faudra revenir. Mais c'est pour vous permettre de voir si vous êtes...
si vous avez compris ou pas. Hein, si vous avez compris bon, peut-être parfois la question est mal formulée, mais parfois elle est formulée d'une manière un petit peu vicieuse, non pas vicieuse, mais disons délicate, et vous n'allez pas, vous êtes passé à côté. Donc revenez sur le sens de la question, voilà, des choses comme ça. Donc passez-y du temps sur ces questions, ne faites pas ça, ne bâclez pas, ne faites pas ça vite fait. Prenez quelques instants, posez-vous, méditez un petit peu, faites un peu un exercice de concentration avant de vous lancer dans l'écriture des réponses. Donc, ça, c'est la première partie, ce sera les réponses. Il y a une deuxième partie où il y a des méditations, où je vous invite à vous concentrer, suivant le temps qui est à votre disposition, au moins, si possible, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Après, ça peut être allongé, en fonction de comment vous vous sentez, mais au moins 10 minutes de méditation par matin, 10 minutes de méditation sur le soir. Ça peut être plus, mais pas moins en général, parce que bon, le temps de rentrer un petit peu en soi, ça prend un petit peu de temps quand même. Et là, il y aura des sujets, des thèmes proposés qui correspondront à ce qu'on a vu pendant le module, et aussi qui vous permettront aussi de mieux répondre à vos questions. Donc, pendant votre méditation, vous pouvez réanalyser les questions qui vous sont posées, ou analyser certains points. Méditer, comme on le verra dans le deuxième module, pas ce coup-ci, c'est pas simplement rester comme ça sans rien faire, à regarder, je sais pas quoi, ou sa respiration, ou je sais pas quoi. Il y a aussi une part d'analyse dans la méditation qui est importante. Donc ça s'apprend, ça va venir aussi au fur et à mesure. Mais c'est un aspect important de la méditation, donc l'aspect analyse. C'est pas simplement la contemplation, la méditation. Il y a deux parties, mais ça on verra ça plus tard. Donc il y aura cette partie comme méditation, et il y aura une partie lecture. Vous aurez donc les éditions. Oui, derrière nous aussi, il y a des gens aussi qui font tout un travail au niveau des éditions et au niveau de la traduction pour vous permettre d'avoir du matériel, des ressources qui vont vous permettre d'approfondir ces enseignements. Et tous les modules sont accompagnés d'un petit fascicule qui s'appelle Découverte du bouddhisme. Premier module, l'esprit et son potentiel. Donc, dans ce fascicule, qui sont plus ou moins longs en fonction des thèmes, là, vous avez les paroles des maîtres. Vous avez le sujet en question qui est traité, ou qui est expliqué, ou qui est vu, qui est perçu, qui est expliqué, on pourrait dire, par des maîtres de notre tradition. Et c'est les plus grands maîtres de la tradition, c'est-à-dire c'est le Dalai Lama, c'est la Yeshe, c'est la Mazopa, c'est des geishés, des éminents geishés qui font partie de la tradition, qui répondent, mais pas d'une manière scolastique ou d'une manière intellectuelle, mais vraiment du plus profond de leur être. Donc c'est un aspect extrêmement important, justement, pour vous montrer l'autre facette du cours. Moi, je vous donne, si vous voulez, le contenu un peu intellectuel, etc. Et grâce à ça, vous allez avoir l'aspect plus inspirationnel, je ne sais pas si ça existe en français, mais enfin, en tout cas, ce qui va vous amener de l'inspiration pour voir comment ces grands maîtres abordent le sujet en question. Et l'abordent depuis leur connaissance, mais pas leur connaissance forcément des textes, mais leur connaissance intérieure. Donc c'est un très bon outil qui a été mis à notre disposition grâce aux éditions Mahayana, qui font un travail remarquable aussi pour aider les étudiants à avoir le matériel fourni, qui complète donc tous ces cursus. Et donc vous pouvez les acheter à la boutique si vous êtes là. Vous pouvez aussi les télécharger en allant sur le site des éditions Mahayana. Et tout le matériel dont on parle en général, il est disponible aux éditions Mahayana. Et il est fait pour vous. Pour moi aussi, d'ailleurs. Je m'y appuie aussi. Donc, n'hésitez pas à y aller. Certains ouvrages sont dématérialisés. Vous pouvez les avoir en e-book ou en PDF ou en livre physique.
Donc voilà les 3 choses qu'on vous demandera pendant, pour l'après-week-end, c'est-à-dire pendant le mois où vous serez chez vous, à essayer de bien comprendre et de rendre ces enseignements vivants. Donc question, méditation et lecture. Ce sera en gros les 3 choses à faire. Donc consacrez-y le temps que vous pouvez. Je suis sûr que vous avez des vies professionnelles, vous avez des vies familiales, vous avez toutes sortes de choses à gérer. Et parfois, c'est difficile de gérer tout ça. Essayez de consacrer un petit moment par jour, si vous pouvez, 10 minutes, 15 minutes, à ce temps de réflexion, d'étude, de méditation. Si vous pouvez, c'est formidable. Mais ne vous mettez pas la pression. Si vous avez des charges professionnelles ou familiales à faire, il faut les faire. C'est important. Ne les délaissez pas. Ne les délaissez pas, surtout pas. Il ne faut pas que le bouddhisme devienne une espèce de fixation mentale où on devient complètement obnubilé par ce qu'il faut faire et on laisse de côté tout le reste. Non, le reste doit s'intégrer à votre pratique et à votre étude du bouddhisme, et vice-versa. Ça doit faire un tout. Et ça ne doit pas être des éléments complètement disloqués qu'il faut essayer de mettre ensemble comme un puzzle, puis que ça nous énerve. Donc essayez de rester très tranquille par rapport à ça. Quand vous pouvez, vous pouvez. Quand vous pouvez, vous pouvez. Quand vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, c'est tout. Donc voilà pour le travail, si on peut dire. Le travail de week. Donc ce travail, on est en train de mettre en place un nouvel outil qu'on va tester. On l'a jamais fait encore. Je pense que ça va améliorer les choses. Ça va améliorer. Avant, c'était compliqué pour Annabelle. Il fallait chaque fois que vous deviez envoyer les copies en PDF, il fallait que le correcteur les corrige. Il fallait les imprimer. Ensuite, il fallait les scanner pour les renvoyer. C'était très chronophage comme pratique. Mais bon, donc vous avez la chance d'avoir Annabelle qui est très très patiente. Vraiment, et qui va faire tout ce qu'elle peut pour répondre à vos mails avec une gentillesse absolue. Elle met vraiment en application les principes bouddhistes de bienveillance. Elle répond toujours avec une énorme bienveillance à tous vos emails. Et ils sont nombreux. Elle reçoit beaucoup de courriers de votre part, et parce qu'il y a toujours qu'un truc qui ne va pas, vous n'avez pas reçu ceci ou cela, elle a envoyé un email, vous ne l'avez pas reçu, il est allé dans les spams, enfin, il y a plein de choses qui arrivent et parfois c'est un petit peu compliqué. Donc essayez aussi de lui faciliter la tâche à ce niveau-là. Et donc grâce à cet outil, Classroom, on va pouvoir mieux communiquer, ça va être plus facile pour elle, plus facile pour vous, et pour le suivi aussi, je pense que ça sera très bien. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, donc vous trouverez donc tous les éléments en fait qui sont mis à votre disposition dans ce Classroom, avec les éléments, avec les vidéos que vous pouvez voir. Ça vous évite d'aller chercher à droite, à gauche. Donc ça sera un très bon outil pour ça. Et une autre chose... Ah oui. Donc on va commencer tout à l'heure. On va faire une petite pause, là, parce on vous a donné beaucoup d'informations avant de commencer. Donc on va faire une petite pause. Mais avant ça, je voulais juste vous dire que pendant Découverte du bouddhisme, comme pendant les autres cursus aussi, le samedi soir, on fait une pratique collective. Au début, vous n'allez pas comprendre grand-chose. C'est un rituel, on va dire, un rituel de purification. Ça paraît très ésotérique, cette histoire, mais en fait, c'est une pratique de purification qui permet justement d'ouvrir un peu plus l'esprit à l'enseignement. Et qu'on fait ensemble tout pour ceux qui sont là en tout cas, mais vous pouvez le faire, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom, bien sûr, c'est à 8h le samedi soir, ça dure à peu près 45 minutes, donc on le fera ce soir avec ceux qui restent ici, on le fera ensemble, et donc ceux qui nous suivent maintenant pourront le faire en se connectant à Zoom, mais attention, c'est pas le même lien que Découverte du bouddhisme. Il faut aller sur un lien qui s'appelle Pratique quotidienne de l'Institut.
Ça s'appelle pratique quotidienne. Même si ce n'est pas une pratique quotidienne, si on l'a fait de façon hebdomadaire tous les samedis, ça rentre quand même dans les pratiques quotidiennes. Donc c'est ce soir à 20h. Je vous donnerai quelques petites explications sommaires pour vous expliquer comment ça fonctionne ce rituel, en quoi il consiste, etc. Je ne veux pas trop m'appesantir sur ce sujet maintenant. Ça viendra plutôt ce soir. Et puis petit à petit, vous comprendrez mieux ce qui se passe. Au début, on ne peut pas tout comprendre. Ça, il faut bien renoncer au moins à ça, surtout dans les rituels. Faut le faire, quoi. Un rituel, c'est quelque chose qui se fait, et puis ça a une portée petit à petit qui se met en place avec notre compréhension, parfois même sans la compréhension, peu importe. En tout cas, c'est un moyen de se connecter aussi les uns aux autres, autrement que par le discours intellectuel, et voilà, plus aussi par la pratique, une pratique qui est, on va dire, formelle, un peu, ou informelle, j'en sais rien. Ça va dépendre des gens. Donc voilà, donc ça c'est la pratique de Vajrasattva, qui est en fait Vajrasattva, c'est la déité qui est représentée sur cette tanka là, qui est à ma gauche, là, à votre droite. Et donc c'est une pratique de purification, c'est ça. On appelle ça purification. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on verra ça plus en détail au fur et à mesure. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit avant de commencer de rentrer dans le bain. Est-ce que vous avez des questions? Donc, attendez le micro. Où est-ce qu'il est ce micro? Voilà, il arrive. Ah oui, ce serait bien que chaque week-end, ou chaque jour, peut-être pas tout le week-end, il y ait un préposé au micro. Quelqu'un qui fasse passer le micro. Tsanka, elle a beaucoup de choses à gérer, hein, elle a que 2 mains, et elle ne pourra pas forcément circuler dans les rangs pour faire passer le micro à droite, à gauche, donc pour vous le faire circuler. Donc si quelqu'un peut se lever, voilà, chaque jour, on mettra ça en place petit à petit. Peut-être aujourd'hui, c'est un petit peu encore incertain, mais... après, il pourrait y avoir un préposé au micro qui le fait passer aux autres. Hein, voilà. Donc Christophe va le faire pour aujourd'hui. Merci Christophe. C'est toi qui vas le faire? Ou tu veux me poser une question? Hein, c'est pour passer le micro. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une question? Mais il n'y en a peut-être pas, hein, je ne sais pas. Rien. Wow. Bon. Vous voulez boire un café, c'est ça? Non. Il n'y a rien de ce que j'ai dit qui vous paraît un peu, je sais pas, difficile qui vous pose question. Ah oui, sur votre, oui, on vous a mis les petits livrets de prière qui s'appellent Prières bouddhiques essentielles. Aujourd'hui, on ne les fera pas, mais on commencera demain. Ça permet justement de donner un cadre. Hein. C'est-à-dire c'est pas moi qui enseigne, c'est pas moi qui donne cet enseignement, mais en fait que nous, l'enseignant, les enseignés, tout ça, le lieu, sont dans une espèce de contexte qui est sous la surveillance, on va dire, entre guillemets, du Bouddha. Hein, qui est sous l'égide du Bouddha, qui est le fondateur de l'enseignement. Donc on récitera ce qu'on appelle les pratiques qu'on récite au début des enseignements et qui se trouvent à la page 73. Hein. Vous les verrez, hein, que ça s'appelle « Prière à réciter au début des enseignements ». Donc pour ceux qui sont ici, donc, vous aurez le livre. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous pouvez télécharger ces prières depuis la box. Donc, sur la box, vous allez trouver le lien des éditions Mahayana et ça va vous envoyer aux éditions Mahayana où vous pourrez le télécharger en vous demandant peut-être 1 euro ou 2, j'en sais rien, pour avoir le texte. Je crois que c'est en donation libre en plus. Vous donnez ce que vous voulez et donc comme ça, vous aurez le texte pour vous. On n'aura pas besoin tout le temps de le partager. Sinon, il faut qu'on le partage sur Zoom, c'est un petit peu compliqué. Si vous pouvez déjà l'avoir chez vous, tranquille, vous pourrez lire les prières en même temps que nous. Hein, d'accord ? Donc ça s'appelle Prière à réciter au début des enseignements. Et elles sont très... C'est les prières, justement, qui permettent, justement, de rentrer hein,
dans le week-end. On arrive de nos horizons différents avec nos histoires qu'on a vécues pendant le mois, pendant la semaine, tout ça, avec parfois un bagage un petit peu lourd. On se décharge, on pose tout à la porte et on se met dans l'énergie du Bouddha Shakyamuni, et on récite ces prières qui sont un peu des prières de dévotion, on va dire, ou d'invocation, et on se laisse porter par, même si on ne comprend pas tout dans les prières, bon, on les lit en français en général. Donc vous pouvez, elles sont traduites, donc vous avez le sens aussi. Mais bon, c'est pas tellement vraiment forcément le sens qui compte, mais plus de se laisser un peu porter par cette énergie du fondateur du Bouddha Shakyamuni. Voilà. Donc ça fonctionnera comme ça tous les week-ends. Donc on commencera par ces pratiques, par ces prières, et puis il y aura des méditations aussi. Il y aura des enseignements, des méditations, on verra. Et des questions-réponses. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça marche. Ça va? La logistique, le contenu, Ouais. Ok. Un quart d'heure de pause avant de